Je crois qu'il y a les échos qui disent que 90% des salariés jugent important ou essentiel le fait de trouver un sens dans leur travail. Donc la tendance, elle est absolue. Et aujourd'hui, on sait que les changements à venir, ils sont bien plus profonds. Et moi, j'ai la sensation que finalement, les individus ils sont en avance sur les organisations et en avance sur les politiques. Bonjour à tous, aujourd'hui on est ravis d'accueillir Claire Pétro, qui est présidente des Pépites Vertes, une agence pour les jeunes talents de la transition écologique. On accueille aussi Emmanuel Lallé, qui a fondé Talent et Impact, une agence dédiée au recrutement des nouveaux métiers de l'impact. Peut-être commencer par toi, Claire, de comprendre un peu ce qui t'a motivé dans la création des Pépites Vertes. Quelle est la jeunesse du projet ? Bien sûr, merci déjà pour l'invitation. Ravie de pouvoir parler de ces sujets qui sont centraux aujourd'hui sur les sujets de recrutement. À l'ère d'une transformation écologique et sociale qui doit s'opérer le plus rapidement possible. Donc trop contente d'en parler. Les Pépites Vertes, du coup, comme tu l'as dit, on a vocation à équiper les jeunes talents de la transition écologique au sein d'une agence qui va pouvoir faire du média, c'est surtout pour ça qu'on est connu, mais aussi animer une communauté de jeunes salariés de la transition écologique qui se connectent tous les mois sous forme de formation, parce qu'on est une communauté apprenante de 70 jeunes salariés de la transition écologique qui viennent se former chacun à leur métier tous les mois. Donc ça, c'est une asso. Et en gros, le tout début de Pourquoi des pépites, c'était surtout un grand nombre de messages que je recevais sur LinkedIn et sur Facebook de jeunes qui me demandaient « Toi qui as l'air de t'éclater dans ton boulot à impact, comment t'as trouvé ta voie ?» Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut aller dans un grand groupe pour avoir un impact dans le système ? Est-ce qu'il faut aller dans une start-up et disrupter ? Est-ce qu'il faut bosser dans le public ? Autant de questions un peu existentielles, représentatives de ma génération très éco-anxieuse. Donc du coup, moi à ce moment-là, j'étais salariée de Change Now. C'était déjà ma 3e ou 4e expérience dans le secteur de la transition écologique. Et du coup, en parallèle de mon métier, j'ai décidé de lancer un média pour donner la parole à des jeunes salariés de la transition écologique et montrer du coup à ces jeunes qui m'écrivaient qu'il y avait une multiplicité d'opportunités de carrière très large. Et donc on a commencé avec des vidéos sur YouTube, sur Instagram et puis ensuite avec des articles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Talent et Impact et la jeunesse du projet aussi ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai tendance à dire que Talent et Impact, c'est un bébé Covid, parce que je n'avais pas du tout prévu de créer, ni d'être entrepreneur, ni du coup de créer ma boîte avant le Covid. Avant ça, j'ai travaillé une 12aine d'années dans ce qu'on appelle les cabinets de chasse. Et en fait, pendant une 10aine d'années, j'ai recruté pour des secteurs assez classiques. Et puis progressivement, je me suis demandé comment je pouvais allier ma passion du recrutement et mon besoin de me sentir utile. Il y a un certain nombre de rencontres et d'événements qui m'ont permis de me dire à un moment donné, mais en fait, il faut développer une offre dédiée à l'impact. Donc à l'époque, je l'ai fait dans mon ancien cabinet. Donc j'ai fait de l'intrapreneuriat pendant une grosse année. J'étais bien loin d'imaginer l'ampleur que ça allait prendre. Et en fait, au début du Covid... j'étais dans un grand groupe, j'étais pas forcément alignée avec les avec les décisions prises par la direction, et je me suis dit c'est vraiment le moment d'aller au plus proche de mes convictions et d'aller bien plus loin. Donc en fait c'était une évidence pour moi de créer ma boîte, et à ce moment-là je me suis vraiment demandé, j'avais pas envie de créer un énième cabinet de recrutement, j'étais pas à l'aise avec le modèle du cabinet de chasse, je me suis vraiment, et j'avais envie de créer un modèle qui soit finalement conforme aux organisations qu'on accompagne, parce que c'est quand même une activité assez lucrative, et du coup je me disais moi je me sentais pas forcément alignée avec le modèle tel qu'il existait quand on accompagne une asso ou une ONG qui concrètement compte vraiment ses sous. Donc du coup j'ai choisi de créer Talent et Impact en ayant à cœur de continuer à accompagner un maximum de personnes qui sont soit en transition, soit en reconversion professionnelle. Donc c'est un peu parti du phénomène de la quête de sens, même si moi je suis pas hyper à l'aise avec le mot sens, parce que dans le sens il n'y a pas forcément d'impact. Moi j'accompagne des personnes qui sont en quête d'impact et qui souhaitent rejoindre des métiers ou des organisations à impact, et à côté de ça j'accompagne du coup des associations, des fondations, des ONG, des entrepreneurs sociaux, des fonds à impact ou des entreprises qui seraient sur la voie de l'engagement pour les aider à recruter leurs talents.
Ok. Et quand tu dis quête de sens, quête d'impact, c'est quoi la différence pour toi? En fait, le sens, je pense que c'est éminemment personnel. Ce qui fait sens pour l'un fait pas forcément sens pour l'autre. Et on peut trouver beaucoup de sens dans ce qu'on fait sans forcément en avoir un impact positif sur la planète ou la société. Donc c'est vrai que moi j'aime plutôt parler de quête d'impact puisque en fait moi j'accompagne exclusivement des missions où la dimension d'impact positif est réelle. Hyper intéressant. Alors, je pense qu'on en reparlera plus tard. Et petite question, Claire, toi, qu'est-ce qui t'a mené à monter les Pépites Vertes? Tu nous parlais de Change Now, mais qu'est-ce qui, dans ton parcours, à un moment, t'a inspiré et t'a aussi donné envie de travailler dans ce monde de l'impact, notamment environnemental? Tu commençais à citer certains acteurs de l'écosystème qui sont évidemment à suivre, que ce soit Ticket for Change, So Many Ways. Moi, c'est mon passage chez Make Sense qui a vraiment fait un gros déclic. J'étais en Master 1, en Master Communication, et je voulais absolument faire un stage entre mon semestre 1 et 2 parce que j'avais 2 mois de pause. Et je suis rentrée dans une start-up qui s'appelle Le Dranche, qui est un média qui propose du pour et du contre pour chaque sujet traité. Et à ce moment-là, ils étaient en incubation chez Make Sense. Donc, il faut imaginer que, je sais plus si c'était 2016-17, quelque chose comme ça. Et à côté de nous, il y avait toute l'équipe de Too Good To Go, Lucie Bage sur une table de ping-pong en train d'appeler les boulangers pour savoir s'ils avaient des invendus. Et moi, j'étais en mode, waouh, et elle est payée pour faire ça. Et du coup, c'était vraiment genre, bon, à ce moment-là, c'était le début. Donc, les filles de l'équipe, elles n'étaient pas encore vraiment bien rémunérées. Mais voilà, Make Sense accélère les pépites de l'impact aujourd'hui. Je suis née dans cet écosystème-là. Et ensuite, je savais que pour trouver ma voie, il faudrait que je fasse plein de stages. Donc là, j'ai commencé une stage-angite aiguë. J'ai enchaîné avec Vox.org. On a fait le tour de France pour aller sensibiliser les jeunes sur les présidentielles. C'était 2017. Ensuite, la ruche qui dit oui. J'ai créé une ruche dans la ville d'Angers. J'ai décidé de faire ma césure chez moi, dans le Maine-et-Loire, d'aller à la rencontre des agriculteurs et de créer une plateforme pour distribuer leurs produits locaux. Après, j'ai enchaîné encore dans ma césure avec Co-cycler, valoriser les biodéchets des restaurateurs de la ville pour faire du compost. Et enfin, je rentre en M2 et je me dis, faut que je trouve un stage en parallèle du master. Et c'est là que je suis rentrée à Change Now. Et en gros, c'est l'enchaînement de projets entrepreneurial qui m'a fait dire, je sais que je suis sur la bonne voie, je sais que c'est que des étapes jusqu'à un projet qui arrivera plus tard. Et j'ai jamais été impatiente d'entreprendre parce que je savais que j'apprenais énormément auprès de chacun de mes employeurs. Mais voilà, mes déclics, ça a été de réaliser si jeune qu'on pouvait avoir du sens, de l'utilité et être payé pour ça et que c'était pas le bénévolat en fait, ça pouvait être un vrai projet professionnel. Et là, je me suis dit, banco, on y va. Ce qu'on comprend pas mal par rapport à vos deux parcours, c'est qu'il y a une tendance de fond globale des jeunes et des moins jeunes aussi d'aller vers l'impact. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, toi en particulier, Emmanuel? J'imagine que tu le ressens au quotidien, mais est-ce que c'est une tendance qui est vouée à se poursuivre ou pas? Je crois qu'il y a les échos qui disent que 90% des salariés jugent important ou essentiel le fait de trouver un sens dans leur travail. Donc la tendance, elle est absolue. Les jeunes, quand on regarde à la fois le manifeste pour un réveil écologique qui a été signé en 2020 par 32 000 jeunes, je crois. Ouais. C'est ça. Et puis, pareil, une autre source, 64% des jeunes qui finalement placent le fait d'avoir une utilité et un impact sur leur travail loin devant le fait d'avoir des responsabilités dans un grand groupe ou de partir à l'étranger. Très clairement, aujourd'hui, c'est devenu l'un des critères prioritaires. Je pense que le Covid a clairement accéléré les choses parce que les gens se sont posés, ont eu du temps pour réfléchir et puis qu'on en parle en fait. Enfin, la transition écologique, la transition, on sait qu'on va y aller, on ne sait pas comment. Il y a 10 ans, le sujet, c'était la digitalisation. Tout le monde en parlait sans trop savoir comment s'y prendre. Et aujourd'hui, on sait que les changements à venir, ils sont bien plus profonds. Et moi, j'ai la sensation que finalement, les individus ils sont en avance sur les organisations et en avance sur les politiques. Mais j'allais te poser la question justement, Emmanuel, parce que là, avec Clem, on parle beaucoup des jeunes qui cherchent des métiers à impact. Mais qu'est-ce que tu vois des générations un peu plus âgées on en parlait lors de notre dernier épisode en se disant, en fait, les jeunes, c'est super. Et en même temps, pour le moment, les postes clés dans les entreprises qui sont capables de prendre des décisions et d'avoir une vraie action sociale ou environnementale au sein de leur boîte, c'est à des postes beaucoup plus clés. Voilà. Et donc, est-ce que tu vois effectivement, même si elle reste minoritaire, cette même tendance ou ces mêmes questionnements à des
postes un peu plus À élevés. tous les postes, y compris Yeah. à des postes de direction générale. Ouais. Moi, parce que j'ai recruté pas mal de DG depuis 2 ans. Mais vous verriez les candidatures que je reçois, mais des personnes qui accepteraient même de diviser par 4 leur salaire pour prendre un poste de DG d'une structure qui a beaucoup plus petite. Donc, ouais, c'est une vraie tendance de fond. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans des grosses boîtes et qui aimeraient aller vers l'impact. Après, la question du salaire, elle se pose très rapidement. Et là, pour le coup, à nouveau, il n'y a pas une réponse. C'est un sujet éminemment personnel et moi, je ne suis pas là pour le juger. En revanche, les personnes qui, pour X ou Y raison, ne sont pas en capacité de baisser leur salaire, moi, je leur dis, écoutez, dans ce cas-là, vous êtes à des postes clés, donc faites bouger de l'intérieur. Allez voir vos patrons, allez leur dire, écoutez, la transition, comment on fait pour y aller? Moi, j'ai des idées, faites-moi confiance, parce que c'est hyper important. Enfin, on ne pourra pas faire bouger les lignes si les entreprises n'y vont pas. Se pourrait-il que ce soit plus facile pour un dirigeant de faire confiance à quelqu'un qui est déjà là, qui connaît la boîte, qui aime la boîte et qui a des bonnes idées, que d'aller recruter quelqu'un en externe. Donc, en tout cas, moi, je les conseille, je leur conseille vraiment d'agir de l'intérieur. Et là, on touche du doigt quelque chose d'assez clé. On pose souvent cette question dans le podcast, c'est en fait, pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent s'engager dans des métiers davantage à impact, il y a des a priori qui existent, qui peuvent être liés au salaire, qui peuvent être liés à l'évolution de carrière à laquelle ça peut mener, qui peuvent être liés à la culture d'entreprise, au type de management qu'ils vont rencontrer, à la taille aussi des structures qui vont les accueillir. Et c'est des freins qui peuvent empêcher de se mettre en mouvement. Ça, dans vos expériences à toutes les deux, comment est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que c'est une réalité ? Ou en tout cas, ça fait partie d'une des réalités d'un passage d'une entreprise classique à une entreprise à impact. Et comment ça se matérialise ou comment c'est vécu par les personnes ? Alors, je commence peut-être par toi, Claire. Avec plaisir. Le frein du salaire, je pense qu'on ne va pas en débattre. Hein. C'est une réalité. En sortant de ton bac plus 5, moi j'ai fait Sciences Po, clairement je prétendais à moins que mes copains qui allaient en cabinet de conseil. Enfin, c'est un fait. Personnellement, ça ne m'a jamais trop freiné et c'est tant mieux pour moi parce que, je sais pas, j'arrive à vivre avec moins et c'est comme ça. Au-delà de ça, le gain en face, il est tellement grand que du coup, je pense que ça dépend vraiment des indicateurs de réussite personnelle qu'a chacun. Et après, il y a quand même, je pense, des opportunités de job pour la transition ou en transition dans des structures qui rémunèrent bien si on va justement dans les cabinets de conseil qui commencent à faire du conseil sur la RSE, si on va dans les grands groupes qui recrutent sur les sujets RSE ou impact. Et du coup, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a des opportunités de carrière pour tout type de profil dans la transition éco et que vous allez trouver sur notre média aussi bien le profil de Théophile qui est animateur pour la biodiversité à la Ligue pour la protection des oiseaux à Angers, que Marion qui bosse chez Volvo Group sur la supply chain et qui a créé la Green Task Force, je sais pas comment ça s'appelle, de Volvo et qui mobilise tous ses collaborateurs sur les sujets de transformation du groupe. Et au milieu, on a Quentin qui bosse à l'ADEME. Enfin voilà, du coup c'est un peu le message qu'on essaie de porter en ayant cette diversité de profils, rôle modèle un peu concret, de dire à chacun, chacune... suivez un peu vos intuitions, sachez trouver ce qui vous plaît le plus entre bosser dans le public, dans le privé, ONG, grands groupes, start-up. Ça, c'est propre à vous. Et ensuite, intégrer les entreprises qui pourront vous permettre, on vous le souhaite, d'avoir l'impact que vous cherchez à avoir. Ce que tu dis sur le rôle modèle, c'est hyper important. Nous, on le voit pas mal dans les épisodes du podcast, il y a cette notion de rencontre inspirante Bien à chaque sûr. fois dans les métiers d'impact. Est-ce que toi, justement, avec les pépites vertes, tu as déjà ces retours-là suite aux épisodes que tu as pu diffuser ? Est-ce que tu as déjà des personnes qui se sont rencontrées suite à des épisodes ou qui t'ont posé des questions et qui sont allées justement vers des métiers à impact ? Carrément. Il y a des petites anecdotes sympas, du style une fille qui lit un article, une fille de Segré d'ailleurs, qui lit un article sur une jeune qui travaille à l'Assemblée nationale sur les sujets de transition, qui lui envoie un message et qui se retrouve en stage à l'Assemblée nationale. Bon, il y a des petites anecdotes comme ça. Après, il y a carrément l'inverse où il y a des gens qui me disent les profils sont trop inspirants, j'ai l'impression que je pourrais jamais être à ce niveau. Et là, je suis en mode oh là là, mais en fait, c'est contre-productif. Même dans notre communauté de jeunes salariés, là, les 70,
En fait, les uns les autres se présentent à la suite et on est tous là en mode oh, mais qu'est-ce que je fais, c'est jamais suffisant. Donc limite c'est trop. Mais bon, moi je dis à chacun de savoir prendre la version inspirante et pas la version on se compare, d'aller tirer chez chaque personne qui nous fait des petits déclics, des idées, pourquoi pas des choses, des postures à imiter. Parce que moi-même, comme nous toutes et nous tous, je me suis comparée et je me suis dit, oh là là, si à 30 ans, j'ai pas monté ma boîte, je parle pas de la Rolex, mais tu vois, Lucie Bach, je reviens, c'était une inspiration, je me disais, je serais jamais au niveau. Et en fait, non, tu changes et tu te compares pas et tu te dis, ça, c'est un rôle modèle pour moi, qu'est-ce que je prends, comment je fais. Et voilà, je trouve que c'est une posture de curiosité qu'on essaye de cultiver aux Pépites Vertes pour pas être dans un espèce de compète à la qui sera le master impact, parce que sinon c'est pire et c'est contre-productif. Donc quand ça m'arrive, des retours comme ça, je suis en mode oh là là, mais qu'est-ce qu'on a raté. Je sais pas si c'est des choses que tu as déjà éprouvées. Pas exactement comme ça, parce que du coup, je présente pas forcément des personnes inspirantes, mais je trouve ça super intéressant. Et c'est éminemment humain. Ouais. Et je comprends du coup ce sentiment un peu ambivalent entre mince, l'idée c'est pas de décourager les gens. Exactement. Et en même temps, moi je sais que quand j'ai découvert le recrutement, enfin, il y a. En fait, on n'est pas habitué à des rapports de cœur à cœur. Et je pense que soit ce que tu proposes, c'est vraiment ça. Et donc finalement, quand on se dépouille des croyances, des conditionnements et qu'on est juste dans une rencontre de cœur à cœur, il n'y a plus de comparaison. Et en fait, c'est de se dire waouh. Et quand c'est le cœur qui parle, a priori, on est tous capables de tout. Donc c'est beau de pouvoir susciter ces envies en tout cas. Et quels sont les conseils du coup que tu donnerais justement à des personnes qui voudraient se diriger vers des métiers avec plus d'impact ? C'est vrai que tu as posé une question juste avant forcément, comme j'ai des profils, j'accompagne des profils plutôt expérimentés, ça se présente pas de la même manière. Moi, en fait, je pense que ce qu'on nous a pas forcément appris à faire quand on était à l'école ou en études, c'est à comprendre ce qui est bon pour soi. Enfin, c'est tout bête, hein, mais en fait, on nous a souvent dit, si tu fais des études, tu auras le job que tu veux, sauf qu'en fait, tu sais jamais le job que tu veux. Et puis, en fait, tu te connais pas, tu sais pas que potentiellement, tu vas être heureux ou pas heureux dans un grand groupe, que tu vas être plutôt entrepreneurial ou plutôt suiveur, et finalement, l'impact en général. Il y a une telle diversité d'acteurs, de cultures, de métiers, d'ADN, qu'il n'y a pas de grille de salaire dans le domaine de l'impact. Il y a des structures qui payent, qui ont des niveaux de salaire qui sont vraiment très très bas. Et pour autant, ils arrivent à recruter des personnes qui sont exceptionnelles parce que les personnes sont tellement attirées par la cause que le salaire devient vraiment complètement secondaire. On se rend compte aussi parfois qu'en baissant son salaire, on en retire tellement à côté que finalement, son salaire, il pouvait être parfois un peu compensatoire et que quand on est super heureux dans ce qu'on fait, on a besoin de moins pour vivre. Donc tout ça pour dire que je pense que ce qui est super important, c'est de réussir à travailler ses croyances, ses conditionnements et ses a priori. Moi, ça fait vraiment partie des conseils que je donne aux gens, c'est arrêter avec vos a priori. Et allez rencontrer, faites des rencontres parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se dire en fait ça pourrait me plaire ou ça en fait finalement ça me plaît pas du tout. Et puis c'est bien souvent, tu le disais, une histoire de rencontre en fait. Je pense que dans la vie professionnelle c'est souvent ça qui va marquer. On peut avoir le job le plus soi-disant passionnant sur le papier dans la boîte de dingue, mais en fait on bosse avec des gens avec qui on n'a juste rien à se dire. Et de la même manière, moi les organisations je leur dis vous pouvez recruter la personne la plus compétente de la Terre et que ce soit un fiasco parce que ce sera juste pas la bonne personne pour travailler avec vous, quoi. Donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais c'est vraiment en fait que de s'écouter, apprendre à s'écouter, et je pense que ça c'est un vrai travail. Et alors petite question, parce que là on parle beaucoup finalement des talents, des gens qui veulent changer de métier ou trouver des métiers. Derrière il y a aussi les entreprises. Est-ce que vous trouvez que les entreprises sont qu'est-ce que vous voyez comme tendance dans les entreprises pour s'adapter à ces nouvelles attentes des candidats Est-ce que vous sentez que les entreprises prennent les choses par le bon bout ? Est-ce que vous voyez des bonnes pratiques sur le marché ?
Donc vous voyez une adaptation en tout cas. Alors je pense que là encore, c'est vraiment très inégal d'une entreprise à une autre. Ça dépend vraiment de la sensibilité des personnes, notamment en charge des ressources humaines, et puis de la liberté qu'elles peuvent avoir aussi pour développer ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la question des valeurs, la question des soft skills sont des sujets qui aujourd'hui sont primordiaux lorsqu'on recrute des personnes, alors qu'avant, c'était pas forcément abordé. Et puis surtout, je pense que les jeunes générations, ils sont beaucoup plus en demande. Enfin, quand ils cherchent un job, ils vont poser 50 questions et être super exigeants. Et c'est super, quoi, c'est bien, parce que ça permet de faire bouger les choses aussi. Donc oui, les entreprises, elles s'adaptent. Après, il y en a qui continuent d'avoir des postures assez rigides parce que c'est aussi dans leur ADN. Et finalement, peut-être que ça va correspondre à des gens qui seront contents d'être dans une structure un peu rigide. Et à côté de ça, je pense que, en tout cas, sur les recrutements dans les organisations impact, ce qui est certain, c'est que par rapport à des recrutements classiques, le sujet, bien souvent, il n'est pas tant sur les compétences, même si, bien évidemment, les compétences, c'est important. Mais ça va être vraiment sur ce qui va animer les personnes, ce qui les fait vibrer, leurs valeurs, comment est-ce qu'ils vont se projeter, et puis tout ce qui est soft skills, parce que je pense que en fait, c'est ce qui va être clé dans la création des métiers de demain. Et Claire, toi qui côtoies beaucoup de jeunes talents de la transition écologique, comment tu conseilles aux entreprises de s'adapter pour accueillir ces talents comme il se doit? Dans le signal faible ou fort, je sais pas ce qu'on dit, que je peux constater, c'est que nous, il y a de plus en plus de marques qui viennent vers nous pour demander à pouvoir discuter avec notre communauté. Disons, quand je dis discuter avec nos communautés, c'est un langage marketing pour dire faire de la com sur nos plateformes et engager la discussion avec nos audiences. Je vais prendre un exemple très concret. Récemment, j'ai travaillé avec Nestlé sur les sujets de l'agroalimentaire et de la transformation des modèles agroalimentaires et les talents et les ressources qui doivent être associées à cette transformation. C'est un sujet central. Et en fait, moi, je pense qu'il faut adresser vraiment les pieds dans le plat ce sujet de transformation des modèles. Pour certains, ça pouvait être travailler dans un grand groupe comme Nestlé. Mais en fait, les grands groupes comme Nestlé doivent se transformer. Du coup, c'était ultra intéressant pour moi d'être invitée à passer une journée au siège, vivre les coulisses, journée de recrutement, aller poser des interviews aux recruteurs, aux candidats et aux salariés de cette journée de recrutement et de demander c'est quoi en fait travailler dans un grand groupe, comment est-ce qu'on a de l'impact, c'est quoi vos défis. Et c'est là que c'était intéressant de travailler sur les défis plutôt que sur c'est quoi vos actions RSE, parce que ça, j'avais pas envie de parler de ça. Et c'était super intéressant. Et moi, je donne un exemple de l'agroalimentaire, mais j'ai aussi discuté avec des acteurs du béton, en fait. Mais évidemment que les industries du béton sont en train de se demander de ce qu'elles vont faire de leur modèle économique et de leur modèle de développement et de comment est-ce qu'elles vont opérer leur transformation. Et moi, ça m'inquiète, même d'une certaine manière, que les jeunes talents ne veuillent plus s'investir dans les industries. Parce que je me dis, mais si on n'envoie pas la fraîcheur des gens qui sortent de leurs études avec plein d'ambition dans ces industries en transformation, c'est ultra dangereux pour la pérennité de la transformation de nos modèles vers des modèles plus durables. Donc je suis contente de travailler avec des acteurs qui se posent la question et de plus en plus on vient nous solliciter sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est un bon signal. Même une posture assez humble et constructive et volontaire que je trouve très intéressante. Oui, parce qu'effectivement, ces entreprises-là, un peu entre guillemets traditionnelles, si elles veulent commencer à attirer des talents qui sont très engagés, il faut qu'elles montrent qu'elles ont, qu'en venant, ces talents-là auront une marge de manœuvre pour participer à la transition d'entreprise, qu'il y a peut-être déjà des choses qui ont été mises en place qui ne sont pas de l'ordre greenwashing, et puis qu'il y a de la place, de la marge de manœuvre, quoi. Est-ce que là-dessus, du coup, Emmanuel, toi aussi, tu as des entreprises vraiment beaucoup plus classiques, traditionnelles, qui font appel à toi ? Je dois avouer que depuis 2 ans, je suis tellement sollicitée par des organisations impact que ça fait partie de ma to-do list de l'année, d'aller voir plus d'entreprises parce que vraiment, pendant 10 ans, j'ai recruté pour des entreprises, donc je sais faire, que j'ai vraiment la sensation que de toute façon, on ne pourra pas faire bouger les lignes sans elles. Et puis aussi parce que concrètement, toutes les personnes ne peuvent pas rejoindre des organisations impact. Donc,
Non, j'ai fait des postes en RSE et en effet, la fonction RSE, elle a quand même changé de rattachement. Donc, ce qui témoigne du fait qu'aujourd'hui, ça fait partie du cœur de la stratégie de l'entreprise. Mais en fait, c'est pas suffisant la RSE, clairement. Donc, moi, ce qui me questionne beaucoup en fait sur les modèles des grandes entreprises, finalement, je préfère recruter pour des structures plus petites parce que du coup, non seulement je suis en direct avec les dirigeants et donc forcément l'impact de ce que je vais leur conseiller, il est immédiat. Et parce que quand même, dans les grands groupes, c'est tellement difficile de faire bouger les lignes. Même les personnes qui sont proches du comité de direction ont du mal à faire bouger les lignes. Donc, quand on recrute des personnes qui sont à des postes un peu moins capés, je pense que ça prend beaucoup plus de temps. Mais le temps, c'est aussi... Enfin, faut en faire un allié, quoi. Pour compléter, par rapport à un truc que tout à l'heure tu avais dit, tu as comparé à la révolution digitale des métiers. Aujourd'hui, tous les métiers sont digitalisés d'une certaine manière et je suis d'accord avec toi sur le fait que demain, je pense que tous les métiers devront implémenter la notion d'impact humain et environnemental dans leur fiche de mission et que c'est pour ça que j'aime pas trop dire les métiers de la transition, mais qu'on parle aussi des métiers en transition. Et demain, et vous pouvez nous traiter de bisounours si vous voulez, mais l'ensemble des métiers devront intégrer ces problématiques-là. Donc, c'est une question de survie pour les boîtes, en fait, pour leur modèle et pour nous, et accessoirement les humains. Donc, je vois pas comment ça pourrait pas se généraliser, se massifier dans les 5 années qui viennent. Et est-ce que tu as l'impression que cette transition-là, elle a été accélérée par la pandémie ? On a vu que la pandémie, ça a accéléré aussi votre réflexion et votre parcours ? Ouais, complètement. Là, pour le coup, je pense que tu serais la meilleure pour en parler, puisque c'est à ce moment-là que tu as fait émerger ta structure. De mon côté, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu une espèce de prise de conscience, je sais pas, un peu genre We Are One, ou je sais pas trop comment le dire, mais une grande humilité. D'un coup, d'un seul, on s'est rappelé qu'en fait, on était un peu rien et qu'on avait envie de rester quelque chose. Et que pour ça, il fallait repenser notre manière de faire société. Après, entre le déclic philosophique et la mise en pratique et la transformation de nos modèles capitalistiques, bon, on n'y est pas non plus. Hein. Mais oui, il y a eu un déclic. Je pense que là, on peut pas le nier. Ouais, il y a une tendance de fond. Donc, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Hein, et donc, de fait, c'est aussi pour ça que les entreprises vont devoir s'adapter. Aujourd'hui, elles sont confrontées à un vrai problème d'engagement des personnes. Enfin, le nombre de personnes qui n'avaient pas envie de retourner bosser, ça pose quand même question. Et qui sont bien mieux chez elles. Et puis, qui ont découvert aussi ce que c'est de passer un peu plus de temps avec leurs enfants. Alors, ça n'a pas été facile du tout pour tout le monde. Et ça dépend vraiment de plein de situations. Mais en tout cas, je pense que... rares sont les personnes qui ne se sont pas posées ces questions-là. Et moi, je sais qu'en parallèle de mes activités, je suis une formation et du coup, je rencontre beaucoup de personnes. Et c'est sur un sujet qui s'appelle l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi. Et toutes les personnes que je rencontre par hasard, en fait, toutes aujourd'hui, soit se sont posées la question de leur transition, soit se la posent aujourd'hui. Mais en tout cas, le sujet, il est vraiment dans l'air et présent partout. Et avant le Covid, ce n'était pas à ce point marqué. En fait, c'est même la question du rapport au travail en tant que tel, je pense, qui a été posée. Ouais. Quand on se retrouve chez soi avec un ordinateur pour faire un truc qu'on nous demandait de venir faire 5 jours par semaine, ça pose un peu la question de mais si je pouvais le faire chez moi depuis le début, mais pourquoi repartir, quoi ? Et pourquoi ce temps de travail ? Et enfin, vraiment, je trouve que c'est le rapport au monde défini par le travail qui s'est posé. Et là, waouh, je pense qu'on a un changement de paradigme de notre société contemporaine assez puissant. Après, il est complètement inégalement vécu, parce que là, on parle clairement plutôt des acteurs du service et du tertiaire qui ont pu vivre ça. Mais c'est pas grave, parce qu'on est là pour les représenter et représenter ce qu'on sait. Et ouais, je trouve qu'on on vit un moment historique. Et quelles conséquences ça a sur les communautés les candidats, les talents que vous côtoyez, cette refondation du rapport au travail? Est-ce que, on en parlait, mais il y a des attentes du coup sur le sens, sur l'impact, et qu'en est-il du rythme de travail? Est-ce que ça aussi, vous avez vu des évolutions? Moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup plus de personnes qui sont freelance, auto-entrepreneurs. Finalement, moi, j'ai la sensation que
quand on dit que c'est Pôle emploi qui dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, moi j'ai la sensation que dans ces métiers, il y a plein de métiers qui ne seront pas à temps plein. Et qu'en fait, le futur du travail, c'est probablement de ne pas avoir un seul job, mais d'avoir 2 ou 3 jobs. Donc là encore, c'est pas facile pour tout le monde, hein. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir quelque chose de fixe et tout. Et donc, je pense qu'il va y avoir un vrai besoin d'accompagnement des personnes à cette agilité, à ces soft skills. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y en a plein qui se sont déjà mis en marche là-dessus, qui finalement bossent à 3 ou 4 5e et ça leur suffit. Il y a quand même eu aussi beaucoup de départs de Paris. Ça, c'est quand même une tendance assez massive. Et finalement, moi, je suis étonnée. Je trouve que la flexibilité des entreprises autour du télétravail est pas très élevée. Les entreprises continuent à avoir un peu de mal à faire confiance à leurs salariés, à vouloir les avoir là. En tout cas, moi, je constate qu'il y a peu de recrutements qui permettent à des personnes d'habiter en province et de bosser pour une boîte parisienne. Donc, je pense qu'il y a quand même plein de tendances. On n'est pas du tout au bout de cette crise. De toute façon, d'ailleurs, on voit bien qu'on continue à en parler beaucoup et que ça prend encore beaucoup de place dans notre vie. Donc, je pense que l'impact sur le travail, il est encore difficile à mesurer. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément envie de prendre des décisions, les graver dans le marbre parce qu'elles ne savent pas comment l'issue de la crise va se passer. Et que finalement, on saura que dans quelques années, quel aura été l'impact réel. Très intéressant. Petite question qu'on aime bien poser à nos invités. Est-ce que vous avez du contenu à recommander en lien avec l'impact ? Ça peut être du podcast, ça peut être des bouquins. Ouais, moi, j'ai pensé à deux publications de Ticket for Change. Il y a le manifeste Tu fais quoi dans la vie qui est sorti là, il y a quelques mois, qui est hyper court, hyper rapide à lire. Et puis pour aller plus loin, le livre de Mathieu Dardaillon qui s'appelle « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde », qui est vraiment super pour réfléchir justement à ce qui fait sens pour soi. Voilà, il y a les podcasts vécus aussi. J'aime bien Ticket, donc j'ai pas mal de sources qui viennent d'eux. Mais il y a plein d'autres choses super aussi. Make Sense, ils ont pas mal de choses, de contenu super intéressant. Et les pépites vertes aussi. Et les pépites vertes aussi, bien sûr. Mais je laisse Claire en parler mieux que moi. Non, mais nous... En fait, au bout de quelques mois, on a voulu créer une page qui s'appelle la Mine d'Or, qui agrège plein de ressources pour trouver sa voie vers la transition, vers les métiers de la transition écologique. Et du coup, sur la Mine d'Or, vous allez pouvoir retrouver aussi bien du Ticket for Change que du Make Sense, que du So Many Ways, tous les acteurs de l'écosystème sont normalement agrégés sur cette page qui a vocation à fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc, allez-y si vous voulez, c'est lespepivertes.fr/mine d'or. Et sinon aussi, moi, j'avais écrit un article qui s'appelait 21 questions à se poser pour trouver un job aligné avec ses valeurs, qui avait été publié sur les EcoStart, et qui est 21 petites questions pour revenir sur ce que tu disais de mieux se connaître, quelles sont mes valeurs, et puis on aide dans l'exercice à trouver ses valeurs, quelles sont les choses que j'adore faire, quelles sont les choses que je déteste faire, comment est-ce que je me projette bien dans mon travail, et du coup des petites questions qui permettent un peu de faire son ikigai personnel, décrypté en 21 grandes questions. Et sinon, évidemment, le bouquin de Mathieu est fantastique. Partez en vacances comme moi quand je l'ai fait. Je suis partie à Aix-les-Bains, je me suis enfermée au bord du lac et j'ai lu le bouquin de Mathieu et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je vous invite à faire également. Super. Merci beaucoup à toutes les deux et on invite tout le monde à aller voir les sites de vos deux organisations pour se renseigner sur les nouveaux métiers de l'impact. Merci beaucoup. Merci à vous.